fidèle acolyte. Fragonard, viens ici, le cours est commencé. Me voilà en route. Ah, tu es là, Fragonard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enfin bref, as-tu ton examen formatif? Non, tu l'as oublié. Ah ben là, je ne suis pas fier. T'arrives en retard au cours et en plus, t'oublies de remettre tes travaux. Ah ben là, je m'attends à de l'amélioration d'ici le prochain cours, hein? Lors du dernier cours, nous avons parlé de la Révolution tranquille, qui a débuté avec la victoire du parti de Jean Lesage et son équipe du Tonnerre. Notre gouvernement, par sa ténacité, par sa fermeté et par la logique de ses positions, a pu accomplir des progrès dont il était même difficile de rêver il y a à peine quelques mois. La Révolution tranquille est une période qui a vu l'émergence d'un État-providence. On a donc vu une augmentation du rôle de l'État dans les affaires économiques et sociales de la province. Le rôle de l'éducation et de la santé est passé des mains de l'Église à celle de l'État et on a vu aussi la nationalisation d'Hydro-Québec. Le néo-nationalisme de la Révolution tranquille a mené des mouvements indépendantistes. Certains utilisaient la violence, tels que le FLQ, Front de libération du Québec, qui utilisait la propagande et le terrorisme. D'autres utilisaient des moyens pacifiques, tels que le Parti québécois de René Lévesque, qui utilisait tout simplement la démocratie. Enfin, au dernier cours, nous avons vu l'effervescence culturelle de la Révolution tranquille, avec la musique à yéyé et à gogo. Ton amour a changé ma vie. Avec les chansonniers. J'ai traversé la mer, j'ai écrit des poèmes, j'ai pas manqué d'amis. Avec le nouveau théâtre, qui utilise un langage plus familier, le joual, et surtout avec les boîtes à chansons qui mettaient sur scène des artistes québécois qui partageaient l'identité et la culture québécoise. Donc aujourd'hui, dans le deuxième cours, nous allons terminer les notes 3.3 avec la protection de la langue française, les relations patronales syndicales, l'affirmation des nations autochtones et le féminisme lors de la Révolution tranquille. Commençons avec le féminisme de la Révolution tranquille. Afin de mieux le comprendre, je vais donner un bref aperçu de l'évolution du statut de la femme au Québec. Au 19e siècle, la femme a un statut mineur. Elle doit respecter le système de droit civil, la coutume de Paris. Donc, elle doit obéissance à l'autorité de son mari. Elle ne peut pas disposer de son salaire. Nager, c'est pas fait pour les gâteaux. Elle ne peut pas intenter une action en justice. Elle ne peut pas être la seule tutrice de ses enfants mineurs et elle ne peut pas agir seule si elle devient veuve. Elle doit trouver un nouveau tuteur, comme si elle était une enfant pour toute sa vie. Dans la première moitié du 20e siècle, la femme au Québec obtiendra certains droits, comme le droit de vote au fédéral et ensuite au provincial. Mais on ne parle pas encore d'un statut égal à l'homme. Elle a toujours son statut mineur et elle doit obéissance à son mari. Il faudra donc attendre les années 60, donc la Révolution tranquille, pour que de grandes réformes sur le statut juridique de la femme soient faites. 1964 est une année très importante, car c'est la fin du statut mineur. La femme peut donc avoir un emploi, ouvrir un compte de banque, sans l'autorisation de son mari. Une deuxième date très importante est 1977, car on adopte la loi canadienne sur les droits de la personne. Donc, aucune discrimination sur le sexe, sur le salaire ne peuvent être faites pour un travail de valeur égale. Donc, hommes, femmes qui font le même travail de même valeur, eh bien, c'est le même salaire. Les relations patronales syndicales. Eh bien, contrairement à Maurice Duplessis, qui accusait tous les syndicats d'être des démons communistes, Jean Lesage, lors de la Révolution tranquille,
sera plus ouvert au syndicalisme. Avec le gouvernement de Jean Lesage, on voit bien évidemment une augmentation des employés syndiqués dans les secteurs publics, le gouvernement, et parapublics, les organismes et entreprises qui dépendent de l'État. Quelles sont les conséquences? Eh bien, c'est une amélioration pour les conditions de travail et le salaire des employés. En 1964, le parti de Jean Lesage adopte le Code du travail, qui permet le droit de grève aux employés de l'État, sauf les policiers et les pompiers, car ils assurent des services essentiels. Les revendications syndicales touchent surtout le salaire et la sécurité d'emploi. En 1977, la formule Rennes devient obligatoire et les employés syndiqués sont obligés de payer une cotisation syndicale. La protection de la langue française, qui est un combat qui existe depuis fort longtemps au Québec, en fait depuis la proclamation royale de 1763. Mais pourquoi lors de la Révolution tranquille, on a ressenti le besoin de créer des lois afin de protéger cette langue? La réponse est simple. La majorité des immigrants adoptent la langue anglaise, pour plusieurs raisons. Par exemple, avant la Révolution tranquille, l'Église catholique contrôlait l'éducation. Il fallait donc être catholique pour fréquenter une école en français. De plus, le système d'immigration du Québec n'existait pas au début de la Révolution tranquille et était donc en anglais. Aussi, la majorité des personnes en Amérique du Nord parlent l'anglais et l'américanisation était à l'ordre du jour lors de cette période. Les Québécois qui désiraient protéger la langue française ont demandé l'intervention du gouvernement. Lors de la Révolution tranquille, plusieurs lois ont été appliquées, mais la plus connue qu'il faut retenir pour ce cours est la loi 101, instaurée par le Parti québécois de René Lévesque. Avec la loi 101, le français est devenu officiellement la langue d'enseignement, de commerce et de travail au Québec. Plus précisément, tous les enfants doivent étudier en français jusqu'à la fin de leur secondaire, à l'exception des enfants qui ont un parent qui a étudié en anglais au Québec. Les affiches publicitaires doivent aussi être en français ou doivent être visuellement priorisées sur l'autre langue. Lors du prochain cours, vous allez me suivre à vélo et nous allons analyser l'application de cette loi à Montréal. Enfin, l'Office de la langue française a été créé pour assurer la bonne application de la loi 101. L'affirmation des nations autochtones. Dans les années 60 et 70, la recherche de minéraux, pétrole, gaz et le développement de l'hydroélectricité causent une augmentation du nombre de personnes dans les territoires autochtones. De ce fait, les Autochtones ont revendiqué certains territoires. Ils cherchent à faire reconnaître leurs droits ancestraux sur la terre de leurs ancêtres, dans le but d'obtenir le droit de chasse et de pêche et d'obtenir une plus grande autonomie politique dans leurs réserves. En 1969, le Livre blanc remplacera la loi sur les Indiens de 1876, qui visait à assimiler les Autochtones au Canada. C'est une grande victoire, car c'est le début de la reconnaissance des droits ancestraux des Autochtones. En 1973, le gouvernement fédéral reconnaît que les Autochtones ont des droits ancestraux sur les terres et les ressources naturelles. C'est donc une grande victoire pour les Autochtones au Canada. En ce qui concerne le Québec, en 1975, la Convention de la baie James et du Nord québécois avec les Inuits, les Cris et Hydro-Québec permet de régler les revendications territoriales et de définir les droits autochtones. Il est important de comprendre qu'il existe des conseils de bande qui assurent la gouvernance chez les peuples autochtones. Les conseils sont élus par la communauté et le chef en fait partie. Le cours est terminé, donc assurez-vous d'avoir complété les notes 3.3 avec la première et la deuxième vidéo. À la prochaine!